Bien le bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Mais ça va très très bien. Merci de votre invitation. Ah, mais je vous remercie de votre réponse, sachant qu'on ne se connaît pas et tout, c'est un grand plaisir de vous avoir sur la Effectivement. chaîne. Parce que, Effectivement. parce que du coup, oui, ça fait des années que je vous connais en fait. Et puis, j'ai vu que vous écrivez des bouquins, hein, c'est bien ça aussi, hein. Ça m'arrive, oui. Et justement, j'avais vu que ça traitait du survivalisme, Un petit peu, oui. entre autres. Et j'aurais bien voulu, moi, il y a une question qui vraiment me taraude, parce que le survivalisme, comme je l'ai dit, hein, en attendant votre venue pour meubler un peu, c'est une façon de s'émanciper qui est saine, qui est nettement plus écolo que ce qu'on nous vend à la télé, hein, qui sont de bons prétextes pour en fait faire imposer toujours les mêmes choses par les lobbies, donc ça ne change pas. Nicolas Hulot l'a dit en sortant du gouvernement, donc c'est pour dire que ce ne sont pas des conneries. Mais après, il y a d'autres sources, hein. Mais c'est une bonne façon de s'émanciper, le truc. Mais dans le temps actuel, qui impose une technologie de surveillance de masse, de la robotique de plus en plus, c'est une façon de vouloir imposer le système pour qu'on y soit dépendant. On sent qu'ils veulent qu'on soit dépendant d'eux. Ils craignent plein de choses, ça se voit vu ce qui se passe ces derniers temps. Mais comment, par les temps qui courent, on pourrait arriver vraiment à mener le survivalisme, vraiment, et à en faire son mode de vie, en fait. Très bien. Alors, pour moi, la définition du survivalisme, c'est d'être un adulte responsable et c'est très simple, hein. Et donc, un adulte responsable, on l'a oublié pour les raisons que vous venez de dire, c'est qu'un adulte responsable prévoit l'avenir, éventuellement des problématiques, parce que si tout va bien, tant mieux, mais si les choses vont pas bien, et l'histoire nous montre qu'en général, il y a quand même des fois des choses qui vont pas bien, eh bien, il s'y prépare. Et l'objectif, c'est de se préparer, non pas en allant demander de l'aide à l'État, non pas en allant demander à quelqu'un de nous aider, mais on essaie de prendre ses responsabilités et de tendre vers son autonomie et son indépendance, qui veut dire atteindre la vraie liberté. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est d'être indépendant, autonome et donc responsable. Et ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer, évidemment, dans mes livres, mais évidemment, je le décline par des détails, par voilà, des stratégies et des tactiques qui montrent comment développer son autonomie, par exemple, pour son eau, sa nourriture. Alors après, à chacun de les adapter et de les déployer en fonction de sa région, en fonction de sa structure familiale, de ses revenus, de son âge, de ses conditions de vie, de sa santé, etc. Et donc d'essayer de tendre vers ça. Et vous l'avez dit très justement, les États et en général les gens puissants n'aiment pas les gens libres puisqu'on ne peut pas les contrôler. Et donc ils essayent, parfois par la force, parfois par la tentation, parfois par la ruse, et parfois par la propagande et la publicité, etc., de nous rendre esclaves d'abord de nos propres désirs, d'acheter, de dépenser, et donc il faut travailler. Et la réalité, c'est que les humains ont été esclaves depuis presque 10 000 ans, depuis qu'on est dans des villes, depuis qu'on s'est sédentarisé, parce qu'il y a toujours eu des seigneurs qui ont dit, bon, bah, je vous protège, mais en échange, il faut bosser pour moi. Et au bout d'un moment, c'est comme les mafias, même s'il n'y a plus d'ennemis, on crée des ennemis, ou alors c'est nous-mêmes qui vous terrorisons et on crée les conditions du besoin de notre protection. C'est classique et on l'oublie, mais en réalité, la liberté, c'est un concept très difficile à obtenir et les dés, ils sont pipés contre nous. Mais enfin, une fois qu'on a compris le système, on ne peut pas faire autrement qu'essayer de redevenir libre. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mes livres. Oui, tout à fait. C'est que le seul moyen possible, c'est l'émancipation, pas la dualité vis-à-vis de ceux, pas parce que c'est vrai que sinon, c'est voilà, ils emploient de sacrés moyens, hein, de sacrées tactiques. On le voit, et c'est pas digne d'une démocratie, hein, souvent. Mais après, c'est vrai que le seul moyen, c'est l'émancipation, et c'est vrai que dans la, oula, pardon, dans la sédentarité, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup oui, voilà, d'empirique, voilà, l'empirisme, le supranationalisme ou l'internationalisme, comme ça,
les choses un peu comme ça. Hein. C'est souvent ça qui a posé problème, puisque c'est ce qui à chaque fois a détruit les traditions, les nations, la famille, la femme, l'homme aussi, même l'enfance. Ils vont même jusqu'à l'enfant maintenant, ils ne se gênent même plus, on le voit bien aussi sur pas mal de choses, qui est quand même assez scandaleux, mais je sais pas, les gens restent assez passifs vis-à-vis de choses vraiment anormales. Mais on sent tout de suite qu'on essaye de nous les faire passer pour normales, banales ou normales. Et c'est là où est le problème. Et ça rejoint un peu ce que vous dites, oui, entre autres. Ouais. Et entre ça, bon, donc, c'est vrai que finalement, on parle de souveraineté intérieure qui ensuite se voit et s'exécute à l'extérieur et pas l'inverse. C'est certain que ça commence toujours, toute démarche, elle commence par une décision, plus ou moins réfléchie, mais en tout cas, elle commence par une décision, ça peut être instinctif, mais clairement, lorsqu'on a compris comment fonctionne le monde, lorsqu'on a compris comment fonctionnent les choses, soit on accepte d'être esclave parce que, comme on le voyait très bien dans le film Matrix, la scène où le type demande d'être réintégré dans la matrice en disant bah, finalement, je préfère encore gratter du système. C'est ce que font les journalistes, c'est ce que font Ouais. beaucoup d'animateurs qui ont très bien compris la réalité du système, mais qui se disent c'est beaucoup plus facile d'être un collaborateur, c'est beaucoup plus facile d'être un traître à la liberté plutôt que de se battre. Et donc, allons-y, essayons de, de collaborer, de gagner et gagner. Sauf que l'histoire montre aussi que quand il y a des troubles, parce que, évidemment, ma démarche n'était pas que intellectuelle et pratique. Il y a aussi ce que je pense être la réalité, et j'écris ça depuis 2010, 11, c'est que je pense qu'à partir de 2020, on y est, les choses allaient être très compliquées dans le monde occidental. Et le reste aussi, mais enfin, moi j'habite en Suisse, donc voilà. Et la plupart de mes lecteurs sont en Occident. Donc c'est vrai que entre la surpopulation, les migrations, la fin des ressources, les problèmes d'énergie, les problèmes éventuellement de climat, en tout cas de pollution, ça c'est certain, les problématiques liées voilà, aux guerres des empires, notamment l'Empire américain, qui ont essayé de s'approprier de toutes les ressources et qui sont contrôlés par un État profond. C'est pas le seul pays qui est contrôlé par un État profond, mais eux, c'est vraiment un empire puissant qui est en plus en train de partir en vrille en ce moment. Ah oui. Et en plus, une population qui est incapable de tenir ce que nos grands-parents considéraient comme normal et nos arrière-grands-parents considéraient comme étant une promenade. Donc aujourd'hui, nous avons des populations extrêmement fragiles mentalement, fragiles physiquement, habituées au confort, habituées au plaisir. Et si on leur demande de faire quelque chose de difficile, et si on leur impose quelque chose de difficile par la force des choses, ça va être très 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 difficile. Et donc c'est ce que j'appelle dans mes livres l'effondrement économique. C'est-à-dire qu'à un moment, le système il n'arrive plus à tenir. Et on voit en ce moment cette course, je crois, du système pour essayer de nous contrôler encore plus, de resserrer la vis, de nous contrôler encore plus, parce que eux aussi se rendent compte que le système est en train d'exploser. Et donc, ils essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent sacrifier. Donc, en essayant de nous contrôler tous, ils se disent, bah, au moins, ils vont pas se révolter. Mais en même temps, il y a quand même pas d'énergie. En même temps, il y a quand même des problèmes par-ci et par-là. En même temps, il y a quand même des problèmes écologiques, etc. Donc, tout est en train de converger dans une période de temps que moi, j'avais prévu comme ça, un peu instinctivement, entre 2020 et 2022, comme étant le départ des choses vraiment graves et sérieuses. Alors, est-ce que ce virus de cette année, par opportunisme ou par planification, il leur a permis de donner un coup de vis? On le sent tous, et on sent tous que c'est une période extrêmement tendue, et clairement, il y a des forces qui s'opposent extrêmement puissantes. Et ce que je dis à tout le monde qui s'énerve en disant qu'est-ce qu'on devrait faire la révolution, etc., je dis oui, peut-être, mais est-ce que tu as déjà ton potager? Est-ce que tu es autonome? Parce que tu veux faire la révolution, tu fais comment? On a vu les gilets jaunes, ils sont allés tranquilles, ils se sont fait fracasser la gueule par la police en France. Je sais pas si vous êtes en France, mais mais Ouais. mais si demain les gilets jaunes ils vont avec un fusil, je suis pas sûr qu'ils seraient très nombreux. Et là, ce serait l'armée en face. Donc on sent bien que c'est pas aussi simple que ça. En revanche, développer son autonomie, développer son potager, ça nous permet aussi de faire sécession de ce modèle et de ce système, de se dire allez crever, j'en ai rien à foutre, je me barre, non pas en tant qu'individualiste, mais en recréant
une vie saine, si possible, avec nos voisins, nos amis, notre famille, bien sûr, et de travailler cette autonomie par petits groupes, par petits villages. Et lorsque vous êtes dans un petit village au fin fond de la campagne, etc., au fond, bah, si quelqu'un se fait décapiter dans la ville, bah voilà, c'est pas de chance, mais c'est pas chez vous que ça arrive pour l'instant. Et vous vous préparez si jamais ça devait arriver chez vous. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, je me suis tourné la question dans la tête pendant 10 ans. Et je me suis dit, est-ce que j'ai milité politiquement dans la mouvance écolo? J'ai essayé de militer dans la mouvance un peu nationaliste. J'ai essayé de militer par des associations pour essayer de... Mais en fait, le système est tellement puissant en face qu'on va passer notre vie à essayer de changer des choses minuscules. Et puis surtout, on risque de se faire corrompre, comme on a vu les écolos, c'est pour ça que j'ai arrêté, et d'ailleurs les nationalistes aussi par ailleurs, se faire coopter par le système, rentrer en fait dans la matrice, être acheté si on veut, et finalement, on perd son âme dans ce processus et on perd son temps. Alors que avoir une famille, travailler son autonomie, peut-être avoir un travail moins aliénant, on a moins d'aller-retour en voiture tous les jours, en transport, etc. À la fin, ça peut être pas mal. Et cette année, c'est vrai qu'avec ce virus, lors des confinements, il y a des gens qui ont stressé, il y a des gens qui l'ont mal vécu, et d'autres, soit parce qu'ils étaient déjà en autonomie ou quasi autonomie, ce qui est mon cas, ou alors qui sont confrontés, et ben finalement, ils se sont dit, mais c'est une super option, c'est une super manière de faire. Et maintenant, ils commencent à se préoccuper de ça. Ils commencent à vouloir éduquer leurs enfants par eux-mêmes. C'est bien pour ça que l'État contre-attaque en disant non, non, on ne peut pas s'occuper des enfants soi-même. Il faut que les enfants ils soient quand même dans le système de propagande et d'endoctrinement qui s'appelle l'éducation nationale. Donc, tout le monde à la maison et pas d'incartade. Enfin, tout le monde à l'école et pas d'incartade. Bah, ce qui est étrange, c'est que on le voit bien que ils nous ressassent sans arrêt la lutte contre la lutte sanitaire, hein, c'est l'état d'urgence sanitaire, mais tout ce qu'ils ont trouvé de beau à nous sortir, c'est une appli Stop Covid qui a fait un flop total et qui prend plus de données personnelles qu'il ne soigne quoi que ce soit. C'était qu'une appli. Donc c'est quand même les débiles qui ont cru, c'est quand même assez fort. D'ailleurs, les Suédois, je crois, ou les Norvégiens l'ont stoppé, ils l'ont arrêté complètement. Et c'est vrai que avec le terrorisme, on a vu beaucoup de choses anormales, et ce pendant l'état d'urgence uniquement. On a vu que dans l'état d'urgence, c'est là qu'on a eu le plus d'attentats, si on regarde toutes les dates, et pas avant, pas après. C'est étrange. Et puis ce qui est le plus étrange, c'est que si on regarde sur des journaux comme Le Point, des journaux pardon comme Le Point, Le Monde, l'Express, on s'aperçoit que Mohamed Merah est en relation avec les RG. Alors c'est quand même assez troublant. Sur Le Point, on trouve même un article. Bon, après, ça, c'est un autre sujet, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais on trouve un article même qui dit que la CIA aurait fermé les yeux sur deux agents saoudiens par rapport au 11 septembre. Et sur Le Point, c'est Ah trouvable. bah, Après, vous étiez déjà vous avez vous étiez déjà né en septembre. on a, pardon. Vous étiez là le 11 septembre. Vous étiez jeune. Ah, moi, je n'ai que 28 ans, hélas. Donc, vous vous souvenez pas très bien. Bah, disons que les vidéos, après, tout est trouvable sur Internet, quoi. Donc, tout est Je dis revisionnable. que pour l'avoir vécu, parce que malheureusement, je suis un peu plus vieux que vous, pour m'en souvenir, c'était clairement une manipulation. Après, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était organisé, qu'est-ce qui avait été aidé? Les États ont des puissances payées par les contribuables hein, et de plus en plus par la dette considérable pour organiser toutes sortes de magouilles, toutes sortes de trafics. J'habite en Suisse. Je peux vous dire qu'à Genève, des magouilles internationales et des deals, même entre des pays ennemis, sont très connus et très courants. Par exemple, à Genève, les Israéliens négocient des deals d'armement avec les Iraniens depuis 50 ans, alors que ce sont les pires ennemis officiellement. Il y a plein d'histoires comme ça. Et donc, il faut toujours se méfier de, de l'État et de sa capacité en fait, à arranger ses propres intérêts, les intérêts de ses propriétaires. Parce qu'évidemment, les États ne sont pas au service de la population. Ils sont très rapidement, quand ils existent, achetés
par la corruption. C'est très facile, puisque on n'a qu'à payer très cher tous les systèmes, tous les membres du système par corruption, comme on disait avant, par les cooptations, etc. Et très rapidement, l'État et toute sa puissance obéissent à des petits groupes d'influence, parfois des lobbies, parfois voilà, simplement des individus. Et ces gens utilisent l'État pour multiplier leur puissance et obtenir ce qu'ils veulent. Eh bien, justement, on parle aussi de collaboration avec de la corruption et la conjuration, je dirais même, parce que quand on s'aperçoit que tous les médias, toutes les politiques, ne serait-ce qu'aux États-Unis, sont sous la coupole des évangélistes, mais des évangélistes conservateurs, j'entends, et, euh, même par les jésuites, je pense, et puis entre autres, hein, bien sûr. Dans nos médias à nous, bon, c'est des milliardaires aussi. Hein, je ne sais pas quelles sont leurs croyances, hein, au Dassault, Lagardère, etc. J'en passe. Mais on se rend compte que c'est des marchands d'armes qui ont la plupart de nos médias, par exemple, des marchands d'armes. D'ailleurs, heureusement que ce mania des télés, là, qui était Pierre Berger, est disparu de ce monde parce que c'était un monsieur assez horrible. Hein, ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, donc on y retrouve souvent des conservateurs, qui soient évangélistes, bon, ça peut être sioniste aussi, hein, mais même les Saoudiens, comment est-ce possible que soi-disant des États laïques, soi-disant démocratiques, républicains, droits de l'homme, puissent collaborer avec des gens qui veulent imposer, parce qu'ils ne sont pas sunnites en réalité, ils sont passés pour eux, ils sont wahhabites. Et ça, enfin bref, bon, voilà, et qui veulent imposer ceci, non seulement dans les pays musulmans même, mais ça peut aller jusqu'à chez nous, comme c'est déjà produit historiquement, hein, jusqu'à Poitiers ou jusqu'à Andalouse, notamment. Mais je veux dire, comment peut-on concevoir que les États qui veulent civiliser le monde puissent collaborer avec des gens aussi bouchés et aussi arriérés, quoi, Ouais. qui sont une tribu, en fait, hein, qui sont une tribu sectaire, en fait, hein, ultra riche. Mais effectivement, je pense que d'abord, l'argent en grande quantité modifie le comportement des gens, c'est même en faible quantité d'ailleurs. Et ensuite, lorsqu'on est habitué à se connaître, à se fréquenter depuis plusieurs générations, parce que les grandes familles se connaissent, et aujourd'hui, avec les communications, bah, elles s'épousent entre elles, même d'une génération à l'autre. Alors, avant, c'était les riches d'un pays qui se mariaient entre eux. Aujourd'hui, ce sont les riches de tous les pays du monde qui créent une super classe globale. Et ça, c'est pour l'explication matérialiste, réelle. Après, il y a aussi un élément euh, mystique, on va dire. Euh, Subtil. C'est voilà. subtil. Hum. Et oui, et là, évidemment, je botte en touche parce que c'est en dehors de mes compétences. Je vous conseille d'aller voir des livres comme ceux de Pierre Hillard, etc., qui nous montrent que Ouais, parmi ces riches, il y a quand même des sectes millénaristes qui ont des objectifs oui, oui. qui ont l'air démentiels pour l'esprit rationnel, mais parce qu'ils y croient et qu'ils ont une puissance énorme multipliée par celle des États, eh bien, sont capables de modifier le monde pour créer des guerres, pour créer des migrations, pour créer des conflits qui, dans leur monde, dans leur manière de voir les choses folle, est complètement pour leurs intérêts. Et ce sont parfois des intérêts mystiques, parce que je pense qu'à partir d'un certain nombre de milliards, l'argent n'a plus aucune importance, et après, ce n'est qu'une volonté de puissance, une volonté de projection de sa vision du monde sur les autres. C'est très normal hein, de faire ça, mais dans le passé, on avait des rois et ils étaient limités par la géographie, par les armées, ils pouvaient pas trop faire non plus, ils n'y arrivaient pas. Aujourd'hui, on a cette volonté qui est en fait prométhéenne, qui est luciférienne, pour ceux qui connaissent les références mythologiques ou religieuses. Eh bien, il n'y a plus de limites, et parce qu'on est une petite planète connectée, mais eux aussi, ils vont faire face au fait qu'il y a de moins en moins de ressources. Et donc, là où moi je voyais, en tout cas en 2011, un effondrement inévitable du fait des règles physiques et de la convergence des problèmes qui sont réels, il est possible que cet effondrement il soit provoqué volontairement par ces élites qui espèrent s'en sortir parce qu'ils ont un fantasme et une folie de toute puissance. Et s'ils nous écoutent, je leur rappelle que ça reste des êtres humains de chair et en os et que leur puissance est quand même dépendante de leur garde du corps qui peut-être en cas de gros problème se dit mais si j'abats ce connard,
je peux prendre toute sa fortune, en fait. Et donc, je me méfierais à leur place de provoquer quelque chose qu'ils ne savent pas en réalité gérer, parce que physiquement, ils n'ont pas la carrure. Et Oui, c'est l'argent, vrai que souvent c'est des poulpes, c'est des gluants, puis ils ont souvent une tronche de parrain. Quand on regarde, je sais pas, notamment quand on voit Epstein, George Bush, Bill ouais, Clinton, ou je sais pas, ça peut être Sarkozy, ça peut être Macron, ça peut être ouais. ou les politiques même d'Europe de l'Est, où j'en passe, eh ben, ils ont des têtes de parrains. Ils ont, ils ont des têtes de parrains, ils ont des têtes de mafia. Peut-être qu'ils ont que la tête. Et donc, Et donc la seule chose que peut-être ils ont, la seule chose ils devraient avoir de parrain, c'est que justement, moi étant d'origine italienne, je connais un petit peu et j'ai étudié un petit peu surtout comment fonctionnent les organisations criminelles pour un de mes prochains livres. Et les organisations criminelles, en fait, elles sont très fragiles parce qu'elles n'ont pas beaucoup de membres, mais elles sont très puissantes parce que les peu de membres qu'ils ont, ils sont extrêmement soudés, ils ont une loyauté très élevée. Alors, moi, je crois que, par exemple, la Camorra napolitana ou la mafia colombienne, elle a 1000 fois plus de chances de s'en sortir dans un conflit et dans un effondrement économique qu'un George Soros ou un Bill Gates. Parce que George Soros et Bill Gates, ils peuvent compter sur qui? Sur personne. Parce ils ont deux gamins et puis ils ont beaucoup d'argent, ils ont des gardes du corps, mais en cas de gros problème, les gardes du corps, soit ils s'en vont, soit ils leur font la peau. Alors que la mafia d'un pays, c'est peut-être 25 personnes clés qui dirigent, plus leurs cousins, plus leur village affilié qui les aide, et personne va les trahir parce que c'est la famille. Alors certes, ils doivent aujourd'hui ils vivent cachés, etc. Mais leur capacité à remplacer les États de manière locale, elle est beaucoup plus probable et beaucoup plus efficace que des grands riches un peu fous. Ça, c'est un peu hors sujet, mais c'est des choses qui sont réelles aujourd'hui, enfin, depuis toujours. ben, oui, voilà, oui, depuis toujours, puisqu'on le voit que quand ça les arrange, ils créent des nations, quand ça les arrange pas, ils les détruisent et ils font des empires, des internationalismes. Et c'est quand ça les arrange à chaque fois. C'est dans l'intérêt, ça peut être idéologique, ça peut être financier, ça peut être beaucoup les ventes d'armes, le pétrole, le gaz, ça peut être le charbon, l'acier, tout ça, en fait, tous ces Oui, grossiers. et Enfin, avant c'était les propriétaires terriens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit certaines familles qui règnent sur certaines régions ou sur certaines économies qui sont là depuis 2000 ans. Parce que lorsque l'Empire romain s'est effondré, les familles, elles n'ont pas disparu. Les propriétaires terriens, les préfets romains d'une région, ils se sont pas suicidés. Ils ont allé dealer avec les chefs barbares en disant je te file ma fille et on fait une alliance. Moi, je sais administrer, toi, tu as la force, mais génétiquement, ils sont toujours là. Et donc, parfois, il y a des chefs étrangers qui débarquent, parfois, il y a des conquérants, mais il y a toujours du business. En Russie, lorsque Gengis Khan a conquis une partie de la Russie, il n'a pas remplacé toute la population. Il a mis ses chefs qui, au bout d'un moment, se sont accoquinés avec les filles des chefs qu'il y avait avant et ils se sont arrangés. Donc, c'est sûr que cette continuation, elle est très importante. Et puis, ceux qui ont été malins, ils sont passés de l'agriculture, des propriétaires terriens, à l'industrie, lorsque l'industrie a commencé à apparaître. Pour certains, c'était la finance, donc ce qui les a rendus encore plus mobiles. Ils sont passés de Venise et Florence à Amsterdam, puis de Amsterdam à Londres, de Londres à New York. Et aujourd'hui, ils sont peut-être en train de passer de Londres et New York à Shanghai, à voir, peut-être. Mais ils sont mobiles parce que et d'autres, en revanche, sont partis dans les industries de chimie en Allemagne, d'armement et de chantiers navals en Angleterre, en France, etc. Et puis aujourd'hui, ces gens, leurs héritiers, qui se marient de plus en plus entre eux et qui donc consolident ce pouvoir, aujourd'hui, ils ont envoyé toutes leurs usines en Chine et au Vietnam et leur finance est gérée par leurs cousins, leurs frères, leurs beaux-fils à Londres et à New York et à Shanghai. Donc en fait, on sent qu'il y a ce 0,01% de la population qui aujourd'hui possède 50% de la richesse du monde. Et ça n'a jamais existé parce que Rome, en 50 avant Jésus, enfin en 40 avant Jésus-Christ, Jules César était certes très puissant et très riche, c'était l'homme le plus riche du monde à cette époque,
mais il n'était pas 0,01% et il n'avait pas 50% de la richesse de Rome. Il y a 150 ans, les chefs, enfin les barons du rail aux États-Unis, ils étaient peut-être un petit nombre, mais ils ne possédaient pas 50% de la richesse américaine, loin de là. Et donc, cette concentration, elle nous amène aussi des problématiques très, très lourdes parce que la population, elle se rend compte qu'elle est pressée, elle est pressurisée, elle est au bord de la faillite, du chômage. Alors là, on va probablement lui donner un sucre l'année prochaine en donnant un revenu universel à tout le monde. On va donner en gros 1000 ou 2000 euros à tout le monde pour s'amuser avec pendant un petit moment. Mais l'homme n'a pas que besoin d'amusement et d'argent. Et quand bien même cet argent, il est basé sur rien. Donc, c'est une rustine qui va tenir quelques années maximum. Et de toute façon, ça ne résout pas les autres problèmes très lourds qui sont en train d'arriver. Donc, à mon avis, on est arrivé à la fin des haricots. Et il reste très peu de temps pour que les gens se bougent et se disent, bon, ben, je vais essayer de travailler mon autonomie, voilà, et de redevenir, en tout cas dans sa tête, libre, parce que ça, c'est ce qui terrifie les maîtres du monde, c'est les gens qui, dans leur tête, restent libres. Parce que ça, c'est un danger. C'est pour ça qu'on veut nous vacciner, nous mettre des puces, des trucs, nous contrôler, parce que ça, c'est un moyen au moins de savoir où on est. Mais on est tous, il faut refuser tout ça. Hein, il faut refuser cette domination, il faut refuser de se mettre à genoux, il faut refuser de se plier à leurs règles. Il faut refuser même l'État quand il vient chez nous. Enfin, il faut se mettre dans un état d'esprit de sécession et de résistance. Alors, ça se fait pas avec le combat, enfin, pas avec les armes en tout cas, pas tout de suite en tout cas, mais pour l'instant, ça se fait par son potager, par son autonomie, son eau, limiter ses revenus pour ne pas payer d'impôts. Limiter les impôts, ça c'est certain, parce que ne pas nourrir la bête qui nous opprime. Et donc, chaque transaction qu'on peut faire au black, chaque travail qu'on peut faire au noir, chaque ami qu'on peut faire bosser pour nous et inversement avec des échanges, chaque monnaie locale qu'on peut utiliser au lieu d'utiliser la monnaie nationale et internationale, tout ça, c'est des ressources en moins pour l'État. Pour aujourd'hui, nous ne sommes pas très nombreux, mais de plus en plus, il faut faire sécession parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas gagner dans le modèle, dans le système. On ne peut pas convaincre. Ce film Matrix, avec du recul, je me dis qu'ils ont vraiment voulu nous envoyer un message. On ne peut pas changer la matrice dans la matrice. Il faut sortir avant. Et il faut créer son propre monde. Et si c'est la guerre, à ce moment-là, on se battra. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Il vaut mieux mourir libre que mourir esclave. Donc, voilà. Et donc, c'est très philosophique, hein, c'est très métaphysique ce qu'on parle là, et je parle même pas de l'aspect même mystique. Hein, mais en tout cas, si on retourne terre à terre, travailler son autonomie, c'est en tout cas avoir une vie saine, c'est avoir une vie saine pour soi-même, pour ses enfants. C'est beaucoup plus sain que de faire du métro boulot dodo. C'est beaucoup plus sain que d'être sur Internet avec des amis virtuels et qu'on connaît pas. Ça nous empêche pas d'utiliser Internet pour apprendre, pour dialoguer, etc. Mais à la fin, c'est quand même dans le réel que ça se passe avec ses amis, avec ses voisins, et ça, c'est ce qui, à la fin, au-delà de toutes les idéologies, machin, réunit des gens par le travail, parce qu'il faut bosser pour être autonome. Ça se fait pas. Là, j'ai les mains toutes dégueulasses parce que j'ai sorti les pommes de terre toute la journée aujourd'hui. J'ai sorti 50 kilos de pommes de terre cet après-midi. Donc, c'est du boulot. C'est du boulot. La terre, elle est basse. Faut les sortir les patates, quoi. Donc, ça, il n'y a pas de miracle. Hein. Oui, il est clair que dans la vie, on n'a rien sans rien, qu'il faut sa révolution intérieure avant de vouloir une quelconque révolution sur les autres ou quoi que ce soit, et avant que la révolution extérieure de se fasse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que c'est... Excusez-moi, hop. Voilà. Et donc, le problème, c'est que pour nous en empêcher, parce qu'effectivement, tout est fait pour nous en empêcher, eh bien, par exemple, il y a le communautarisme, il y a la division pour mieux régner, il y a l'inversion, la version accusatoire, il y a créer un ennemi, il y a le choc il y a le choc de la stratégie du choc, la stratégie de la peur. Oui. Voilà, vous avez toujours les mêmes stratagèmes depuis plus de 2000 ans.
c'est toujours les mêmes dynamiques, les mêmes stratagèmes, sauf qu'à chaque fois, ils jonglent, ils jaugent, ou ils… Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, c'est sûr. Et tout ça était des théories. Je me souviens très bien d'avoir lu le livre de Naomi Klein, justement, la théorie du choc. Je crois que c'était The Shock Doctrine en anglais. Et ce livre me semblait, voilà, un avertissement. Mais en fait, c'est ce qu'on nous fait le 11 septembre. C'était un choc. Et à chaque fois, la population sidérait. Cette année, ce virus, vraie fausse maladie avec des vrais faux morts. À la fin, les gens sont. Enfin, il y a quand même une grande partie de la population qui se laisse pas avoir. Mais il y a une partie de la population qui est terrorisée et qui accepte tout. Accepte, mais oui, bien sûr, limiter, mettre des masques qui servent à rien dans des avions, bien sûr. On va Ouais, plus en vacances. Ouais. tout est fait pour qu'on n'ait pas la raison et que ce soit l'émotion, la peur, c'est Exact. ça. Non, et même le terrorisme, vous avez mentionné justement s'il y a toujours des attaques, voilà, ça arrive, mais il y a aussi des attaques. Quand on regarde un peu de près, on se dit tiens, ça tombe bien, ou alors les exécutants et les organisateurs, ils sont quand même louches. Et, euh, et donc oui, on essaye de horizontaliser les conflits, ça c'est certain. On essaie de faire des guerres civiles. D'ailleurs, c'est un peu ce qui nous prépare pour que les gens qui sont légitimement énervés se tapent entre eux et se tuent entre eux au lieu d'aller voir un petit peu qui c'est qui a mis cette condition. Et c'est très difficile parce que les gens sont objectivement avec des problèmes réels au quotidien et c'est très difficile d'imaginer. Enfin, c'est très facile de voir le type qui viole votre fille dans la cité. C'est très compliqué d'aller vous occuper de Soros. Pourtant, le lien, il est là. Il y en a un qui est coupable, il y en a un qui est responsable. Et donc, comment le type qui est au SMIC, qui travaille 20 heures par jour, qui est crevé, et comment il fait quand c'est sa fille qui se fait violer dans la cité en bas de chez lui par un mec qui a débarqué de je sais pas où il y a pas longtemps. Ça, ce sont des problématiques compliquées et les gens qui nous manipulent sont très intelligents. Ils ont accès à des études. Je veux dire, par exemple, les réseaux sociaux ne sont pas comme ils sont par hasard. Ils sont organisés pour être addictifs, pour nous rendre accros. Tout est étudié, le temps de réponse des clics, le nombre de vues que vous avez, l'interaction avec vos amis, qui vous voyez pas. Tout ça, c'est fait pour vous rendre. Et si je n'avais pas des livres à vendre et n'étant pas dans les médias, je suis obligé d'utiliser les réseaux, je les fuirais comme j'ai déjà fui la télévision il y a 20 ans et comme il faut fuir ce genre de, de manipulation parce que on croit tous être plus fort que le système, mais le système, il connaît notre cerveau. J'avais déjà étudié ça il y a 20 ans, 25 ans dans les études de marketing que j'avais fait. On nous expliquait très bien comment segmenter la pensée des gens et c'est une science qui a un siècle. Je vous renvoie à Édouard Bernays dans son livre Propaganda. On sait manipuler les gens, on sait manipuler les foules, vous l'avez dit, avec émotion. Et donc, on fait savoir et on va se faire avoir. Même le complotiste, il est un segment de marché. Et donc, on a vraiment intérêt à faire un pas de côté et de réfléchir avec lucidité et avec intelligence. Et c'est dur, et c'est vraiment pas facile. C'est clair que les temps que nous vivons nous empêchent clairement, ouais, d'y parvenir. Mais c'est vrai que quand on y parvient, en tout cas, et quand on est vraiment souverain, il est clair que ça change tout, hein. Ça change tout intérieurement, on se sent mieux moralement dans le cerveau, dans la santé, dans la vie de tous les jours. Quand on sort de tout cela, et qu'on en fait son mode de vie, hein, d'une façon ou d'une autre, hein, l'émancipation, quoi. Et ben c'est vrai que, mais surtout, voilà, c'est le problème, c'est que tout est fait pour nous mettre dans l'amalgame, c'est-à-dire que tous les musulmans sont terroristes, tous les arabes sont des voleurs, ou tous les blancs sont des coloniaux, tous les blacks sont des sauvages, ou ça commence à bien faire. Et puis ce que je comprends pas, c'est comment que ça se fait qu'on associe tant, comment ça se fait qu'on associe tant les juifs en fait à toute cette mafia qui est en fait vraiment plus romaine qu'autre chose. Quelque part, bien qu'il doit y en avoir une paire, hein, j'imagine bien qu'il doit y en avoir une paire, mais ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que les mecs comme Theodor Herzl, Karl Marx et compagnie étaient des grands athées qui étaient contre Dieu ou
la vie ou le Big Bang. Enfin, chacun voit ça comme il veut. Ils Ouais, étaient contre tout ça. Ils sacrément. disaient pas que c'était des gros socialistes, là, voilà. D'un point de vue objectif, Theodor Herzl est clairement a des propos clairement antisémites, en tout cas tels qu'on les considère aujourd'hui. Après, c'est quelqu'un qui a une certaine vision, qui est. Moi, je suis assez. J'avais une discussion récemment avec enfin, il y a quelques. On la retrouvera sur ma chaîne YouTube. J'ai fait 2 discussions très intéressantes avec un, je pense que c'est un citoyen britannique, mais en tout cas, lui était israélien avant, euh, qui s'appelle, c'est un joueur de saxophoniste, son nom m'échappe tout d'un coup, euh, peu importe. Et lui est très critique d'Israël, mais on était d'accord sur un point, on était d'accord sur l'idée du sionisme originel, c'est-à-dire que enfin, en tout cas, je vous donne mon avis, chaque peuple doit avoir une terre pour Oui. pouvoir s'épanouir en fonction de ses croyances et de ses affinités, etc. Et donc, d'avoir un. Tout à fait, ça, c'est normal. C'est normal. Et donc, c'est vrai que comme j'étais à Rome encore il y a 2 jours, donc devant l'arc de Titus, et donc j'expliquais à une amie la signification de l'arc de Titus, etc. Et, euh, et donc, avec la révolte de 70, mais aussi la révolte plus tard, qui était encore plus impressionnante, la révolte de 134, je crois, c'est l'année. Bref, et peu importe, on corrigera sur les dates historiques, mais depuis cette diaspora, par exemple, des Juifs et des Hébreux à travers la Méditerranée et le monde plus Ouais. tard, il n'est que légitime que si une partie d'entre eux souhaite retrouver une terre, après, bah forcément, les terres, elles sont occupées, donc forcément, ça crée des conflits. Mais il est légitime d'avoir cette idée. Après, on peut discuter de la manière dont ça a été fait, mais clairement, moi, je suis pour. De la même manière que je suis pour une Italie des Italiens, je suis pour un Sénégal des Sénégalais, et donc, voilà, je suis un sioniste de la première heure. Après, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. C'est-à-dire que les gens me disent, est-ce que tu es sioniste? Moi, je dis, mais comment je peux pas être sioniste puisque c'est fait. Et puis, d'abord, je suis pas juif, mais ensuite, c'est Oui. fait Israël. Donc, je comprends pas le concept de sioniste aujourd'hui. Est-ce que vous dites, est-ce que tu es pour qu'il y ait une France? Bah, elle existe, donc je comprends pas. Et alors, si quelqu'un me dit, est-ce que tu es pour un grand Israël qui va de Bagdad à machin? Moi, je lui dis, bah, je suis pas israélien, donc c'est pas moi à choisir. Donc, je pense que ce serait une mauvaise idée parce que ça foutrait le bordel. Mais déjà, avec les territoires occupés, c'est compliqué. Alors imagine aller jusqu'à du Tigre au Nil, quoi. C'est presque impossible. Mais je dis ça parce que je connais bien Israël. Mais bon, pour y avoir travaillé, vécu et tout ça. Mais Mais le ça reste un beau pays, hein, ça reste une belle région, hein. bien sûr, bien sûr. Et puis moi, j'ai des amis et des gens super sympas là-bas. J'ai jamais. Donc quand vous me posez la question sur les complots sionistes, machin, tout ça, là c'est vrai que après j'ai eu des discussions avec des gens qui sont assez agressifs contre ça. Moi, j'ai toujours été plutôt la voix en disant non mais voilà, comme vous avez dit, tous les Arabes ne sont pas voleurs. Bah, tous les Juifs, loin de là, sont pas en train de faire des manigances sectaires, millénaristes pour essayer de détruire le monde. Alors Bah oui, après, tout à il y a fait. des Tout à cultures, fait, bah oui. voilà, il y a des tendances. Mais moi, tous les Juifs avec qui j'ai travaillé dans ma vie, et en Israël, il n'y en a pas un qui m'a parlé de ce qui est écrit dans le Deutéronome ou dans le Lévitique. Il y a personne qui essaie de me convaincre ou de m'expliquer qu'il fallait exterminer tous les gens autour et piquer leurs femmes et le bétail. Parce que c'est écrit dans le Lévitique, mais il y a très peu de gens qui prennent ça littéralement. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais moi, j'en connais pas. Et puis, d'un autre côté, et ça, c'est mon beau-frère qui se trouve être juif qui me dit ça, je précise que c'est pas mon épouse qui est juive, mais c'est ma sœur qui s'est convertie, mon beau-frère, peu importe, et qui me dit, tu sais, en Israël, toutes les prisons sont remplies que de juifs. Hein. Et ouais, enfin, après, les gens me disent, non, il y a des Palestiniens. Non, mais on parle des prisons de droit commun en Israël, on parle pas des trucs politiques, machin, ou des terroristes. On parle et il y a aussi des terroristes juifs. Mais voilà, c'est un exemple parce que je sais que c'est un exemple clivant et je sais que c'est un exemple un peu qui énerve beaucoup de gens. Et donc, moi, par exemple, lorsqu'on identifie un Epstein, un Soros, un machin comme ça, il faut faire la différence entre qu'est-ce qui est de la motivation personnelle, qu'est-ce qui est de la motivation historique
familiale. Soros, peut-être que sa malfaisance, elle est due à des chocs émotionnels terribles qu'il a eu quand il était gamin en Hongrie sous occupation nazie. Il a même lui-même dit qu'il a dû participer. Alors on ne sait pas à quelle mesure, mais enfin quand en gros on fait partie des survivants de groupes de gens qui sont partis dans des camps où ça s'est très mal fini, clairement dans son esprit il y a un truc bizarre qui se passe. Donc peut-être que la réponse psychologique à sa malfaisance, elle est dans un trouble psychiatrique qui est causé là. Bon, à la fin, voilà. Si un Einstein ensuite, il y a la dimension espionnage étatique. Israël, c'est un État qui défend ses intérêts, qu'il essaye de influencer, contrôler par de la corruption ou des chantages, tout un réseau de pédophilie limite sexuelle, limite pédophilie, en tout cas un réseau de chantage sexuel via Maxwell, qu'on connaît être la fille enfin, on connaît l'histoire de la famille Maxwell, ouais. Qui est un... Voilà, ça s'explique, mais il n'y a pas besoin d'être hostile aux Juifs en général, il n'y a pas besoin de même... Alors on peut être hostile à Israël sur ce coup-là, on peut dire c'est pas bien, et c'est à ça que sert la diplomatie, c'est à ça que servent les États, qui malheureusement sont corrompus, mais enfin, là aussi, c'est quelque chose qu'on peut discuter sans tomber dans les Juifs, le machin, etc. Mais ce même discours, on pourrait avoir avec les musulmans, on pourrait avoir avec, je sais pas qui, les Chinois. Alors, il se trouve que, pour des raisons historiques, mais aussi génétiques, dans l'ensemble du monde, les Juifs sont une population qui est un tout petit peu plus intelligente en moyenne que les autres peuples, et donc elle a un certain avantage, et elle est distribuée dans tous les pays, et donc forcément elle a des réseaux qui influencent, et que parfois ça lui dessert, et ça c'est ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que parfois trop utiliser un pouvoir fait qu'on est moins apprécié, qu'on se fait expulser d'un pays, etc. Alors encore une fois, on parle d'une petite couche de population très agissante. Moi, la plupart des gens que je connais qui se trouvent être juifs... Oui. Sinon, quand on écoute certains raves sur YouTube, moi je trouve que c'est passionnant. Hein. Mais il y a des raves passionnants. Alors après, on peut ne pas être d'accord, mais je sais pas, le rave, j'en connais que 2 ou 3 en français que de temps en temps, on m'envoie les vidéos. Parfois, il faut aussi interpréter ce qu'ils disent, parce qu'eux-mêmes interprètent des écrits qui sont compliqués, que j'ai pas tous lus, parce qu'il y en a beaucoup. Et entre les mitzvahs et les différents... le Talmud, c'est long. Je me suis même pas attaché, j'ai même pas commencé. Donc voilà. Et il y a des choses intéressantes, et eux-mêmes, souvent, ils disent c'est une manière de voir les choses, c'est pas forcément la vérité absolue. Rav Ron Shaya nous explique que c'est la fin du monde depuis 2010. Bon, il dit des choses intelligentes, mais il n'est pas dans le bon timing pour l'instant, mais c'est pas grave, il a le temps, hein, il a dans 1000 ans. mais par contre, Gog et Magog, on le voit bien quand même aujourd'hui. Alors, après, moi, là où je me méfie souvent des métaphores qui sont dans les textes religieux, c'est que autant, par exemple, quand je lis l'Ecclésiaste, c'est très concret, c'est très basique, on nous explique très bien une sagesse qui est indéniable et tout à fait intéressante, ou même dans les proverbes, ou dans certains, je sais pas, dans les évangiles du Nouveau Testament, ou même dans la Genèse. Si on reste à la métaphore, si on prend la Genèse par exemple comme métaphore, on a une métaphore pleine de sagesse, pleine voilà, une explication de l'univers qui, alors on sait que ça revient, il y a des sources qui nous envoient l'épopée de Gilgamesh, même dans la partie déluge, etc. Parce que cette région, elle communiquait, elle baignait les choses. Mais à partir du moment où on dit non, c'est pas une métaphore, c'est littéral, déjà, ça devient faux, ça devient complètement... on perd justement la richesse de la chose. Mais si on reste sur la métaphore, il faut faire très attention de ne pas tout interpréter à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui. Parce que c'est comme les musulmans qui vous disent... Alors, ce n'est pas les musulmans les plus intelligents, on va dire ça comme ça. Mais qui disent, et c'est souvent des gens qui n'ont pas fait d'études, mais qui vous disent il y a de la science dans le Coran. Et là, je leur dis toujours, montre-moi une science qui est dans le Coran qui n'a pas été inventée encore. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de science dans le Coran. Ce n'est pas l'objectif. Il y a des métaphores, il y a des machins, peut-être.
Mais là, le Coran, pour le coup, je l'ai lu plusieurs fois. Mais il y a soit on reste dans la métaphore et on dit c'est un message, il faut l'interpréter, et puis voilà. Mais si on commence à être littéral, alors à ce moment-là, on tend le bâton pour se faire taper, parce que même dans la Genèse, les jours où Dieu crée l'univers, le monde, les humains, ils sont pas dans ce que l'on peut observer, ils sont pas dans le bon ordre, par exemple. Mais pour l'époque, c'était pas mal déjà d'imaginer qu'on avait des étapes, qu'il faut d'abord créer les cieux et la terre, ensuite c'est bien, puis c'est une manière c'est une manière d'ailleurs assez intelligente d'expliquer le divin comme étant un créateur qui donne des règles fondamentales de l'univers. Bon, mais évidemment le scientifique, il va dire oui, mais c'est pas comme ça. Il faut rester dans la métaphore. Et d'ailleurs, c'est ce que, pour revenir au Lévitique et Deutéronome, parce que voilà, c'est bien heureux que je ne sais pas quand la dernière fois des Juifs ou des Hébreux ont pris ça pour être littéral, mais je pense que ça fait des siècles et des siècles que ce n'est pas pris comme étant une chose littérale, que c'est pris comme étant une histoire historique à la limite, en disant voilà, à l'époque, tous les peuples faisaient comme ça. C'est encore le cas. On arrivait dans un pays, on tuait les hommes, on prenait les femmes, on prenait le bétail, et puis on exterminait tout ce qui restait parce que c'était un moyen de faire du vide et puis de conquérir et puis de pas avoir des problèmes. C'est quand justement on se comporte entre guillemets bien lorsqu'on va dans un pays et qu'on garde la population vivante. Après, on a des milliers d'années de merde qui suivent forcément parce que là, les Australiens, quand ils arrivent en Australie, il y a plus de problème, parce qu'ils ont nettoyé quoi. Quand on arrive dans un pays où on garde les populations locales, après c'est compliqué. On a vu la colonisation en Afrique, les Européens ils ont dû repartir au bout d'un moment. C'était pas une bonne idée d'y aller, mais on voit la différence d'approche. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet, mais voilà, il faut rester, à mon avis, dans des interprétations assez intelligentes et pas prendre des choses à la pied de la lettre. Et c'est bien le problème de certaines religions qui vous disent c'est absolument la parole de Dieu de la première lettre jusqu'au dernier point. Après, à la moindre contradiction, ça veut dire soit Dieu il dit n'importe quoi, soit le texte est faux. Donc il faut pas croire cette religion. Et en fait, à mon avis, c'est ce qui est en train d'arriver dans pas mal de religions. Elles sont en train d'exploser. En fait, elles sont en train de partir dans la violence parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de la violence, puisque ils se rendent fondamentalement compte que leur truc est faux. Enfin, plus faux que les autres. Enfin, c'est une idée comme ça. Mais après, on s'aperçoit aussi que dans le monde des athées, c'est tout aussi dégénérescent depuis ces 20 dernières années, on le voit notamment, et ça a des répercussions. D'ailleurs, de toute façon, les deux milieux coopulent ensemble, sont ensemble, de toute façon, ils collaborent ensemble. Mais la problématique, et Nietzsche nous avait averti, quand il disait Dieu est mort, c'est un avertissement, c'était pas, il se réjouissait pas. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris Nietzsche en lisant plusieurs fois tous ses livres. Et l'idée de la fin du divin, et même Dostoïevski, encore mieux, disait s'il n'y a plus de Dieu, tout est permis. Or, c'est pas possible que tout soit permis. Il faut des lois. Il faut des grandes lois avec un grand L. Et en philosophie, on appelle ça l'éthique. C'est pas la morale, c'est l'éthique. L'éthique, c'est encore plus fort que la morale. C'est la loi avec un très très grand L, c'est-à-dire ce serait le décalogue dans un texte abrahamique, ok, avec 5 règles sur comment est-ce qu'on doit considérer Dieu et 5 règles sur comment est-ce qu'on doit considérer les rapports humains. Mais si on prend que les règles humaines, tu ne assassines pas, donc ça veut dire que tu n'es pas agressif, tu convoites pas la femme de ton voisin, tu respectes ta mère et ton père, tu ne voles pas. Et la 5e, c'est donc c'est le 10e. Bon, je sais plus, j'ai peut-être fait dans le désordre. Mais en gros, on se base sur. Et oui, je crois que c'est la propriété privée en fait. Tu ne convoiteras pas les biens de ton voisin, ou alors c'est le même que le droit. Peu importe. Excusez-moi si j'ai pas une bonne mémoire, mais en gros, l'éthique de base, c'est qu'elle est universelle par définition. C'est parce que moi, je peux pas vous voler quelque chose et ensuite ne pas être content et considérer que c'est bien, mais en même temps ne considérer que c'est pas bien si vous me volez quelque chose. Là, il y a une dissonance cognitive. Alors, soit on reste dans le tribut en disant les gens de ma tribu ont le droit de tuer les autres, mais les autres, ils n'ont pas le droit de me tuer. Bon, mais c'est bullshit. Donc, c'est pas de l'éthique. C'est juste de l'opportunisme.
Mais si on veut rester dans l'éthique, c'est obligé d'être universel en disant je n'agresse pas les gens, donc je les tue pas, je les vole pas, je leur pique pas leur gonzesse, etc. Et donc j'attends la même chose de eux. Et s'ils le font pas, alors la violence. Et c'est tout. Et on voit tout à fait, que nos sociétés sont ensauvagées par tous ces types de problématiques. On le voit tout à fait, de plus en plus de harcèlement, d'agressions sexuelles, de viols, d'agressions tout court, c'est de pire en pire. Et puis la loi n'est pas capable de répondre comme il se doit, ou c'est pas qu'elle n'est pas capable, c'est que peut-être elle ne veut pas, c'est peut-être que je sais pas, c'est très très cher. On voit que par exemple les violeurs et les pédophiles prennent nettement moins que quelqu'un qui a, je sais pas, 10 grammes ou 100 grammes de cannabis, quoi. On parle même pas de cocaïne et tout, de choses comme ça. En tout cas, clairement, il y a le fait qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus l'éthique amenée par la religion, avec une force qui est à la fois temporelle, c'est-à-dire qu'il y avait une église ou un clergé qui décide non, ça c'est comme ça qu'on doit faire, et qui vous disent tous les jours la morale, etc. Ça, par exemple, ça existe encore dans le monde musulman, par exemple. Dans le monde musulman, il y a encore une morale religieuse qui impose, en tout cas au sein des musulmans, un certain comportement qui n'est pas toujours fait, évidemment, mais qui l'impose, en tout cas qui essaie de l'imposer. En Occident, ça a disparu. Mais aussi, il y a l'aspect que si on croit en Dieu, même si on fait une connerie que personne ne le voit, bah Dieu le voit, si on y croit. Et donc, on a moins de chances de faire des conneries parce que on se dit, ben non, j'ai pas le droit de voler parce que Dieu, il va voir que je vais voler et puis un jour, il va me punir. Il va me juger. Et donc, il y a un contrôle, y compris chez les gens puissants. Les rois catholiques ou de l'époque, par exemple, ben, ils ne se permettaient pas le dixième de ce que se permettent certains potentats milliardaires aujourd'hui. Parce que, voilà. Et alors, moi, je suis athée, hein, et en fait, avec l'âge, je regrette le monde où il y a des lois qui sont imposées par quelque chose de plus grand que l'être humain. Et je pense que voilà, je rejoins Nietzsche, je rejoins Dostoïevski en disant on a merdé avec ça, on a fait une erreur, on a fait une grosse erreur à la fin du 19e siècle de lâcher les religions. Alors elles étaient certainement pas bien, elles n'étaient pas parfaites, mais on est tombé dans pire, on est tombé dans quelque chose de pire. Alors il y a une solution, bien sûr, c'est la raison. Et je pense que le pire est à venir. Ah bah ouais. Mais l'être humain est fondamentalement religieux parce que vous parliez de Marx, par exemple, ou même Engels, son acolyte, quand ils ont créé le communisme, en fait, quand on regarde la structure du communisme, c'est parfaitement protestant ou juif, comme structure mentale. C'est-à-dire qu'on a un messie, on a Marx, on a enfin des prophètes, Marx, etc. On a des messies. Le messie, c'est un jour le paradis. Le messie nous prévoit le paradis des ouvriers. C'est très protestant. C'est très. Et puis il y a l'hérétique, le riche, le bourgeois. C'est l'ennemi qu'il faut. Et donc en fait, on voit que la structure mentale des communistes, c'est une structure religieuse. C'est rigolo. Alors qu'ils se considèrent des athées matérialistes. Mais en fait, ils réfléchissent comme des religieux. Aujourd'hui, les gauchistes qui font la loi sur Internet en disant si vous aimez Trump, il faut vous taper physiquement, etc. Ils ont une approche de bigot religieux comme un Savonarole, comme un calife Boubacar ou d'autres qui sont extrêmement intransigeants et qui disent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je leur coupe la tête. Goulag digital sur YouTube et Facebook, ou alors littéralement couper la tête il y a 500 ans ou aujourd'hui. Donc, l'être humain est fondamentalement religieux, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et donc, il y aurait une solution qui serait celle de développer des éthiques qui soient universelles et qui soient basées sur la raison, mais la plupart des gens, ils réfléchissent pas comme ça. La plupart des gens ne sont pas capables d'avoir une éthique raisonnée, d'avoir lu Kant, Hegel, et remonter jusqu'à Socrate et aujourd'hui jusqu'à, je sais pas, Kierkegaard, quoi. Et la plupart des gens, ils ont juste pas la capacité ni le temps en plus. Et donc, avant, c'était simple. On avait un Dieu qui disait, ben voilà, ça c'est les règles, ça c'est la loi, et tu obéis, puis c'est tout. Et les gens trouvaient finalement un équilibre et une harmonie dans cela, et en fait, ça marchait assez bien. Oui. Mais c'est par contre, je voulais évoquer avec vous
un sujet qui également traîne pas mal sur Internet, et puis on peut y trouver sur les sources officielles des articles officiels, enfin des articles intéressants. C'est le sujet des Khazars. Vous connaissez ça? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que Très bien. vous, alors de votre côté, dites, expliquez un peu ce que Mais de vous ce que savez un je peu. sais, c'est que les Khazars sont un peuple de la Volga, un peuple, enfin un royaume Oui, c'est un royaume. Ouais. assez puissant pour l'époque, donc qui autour du 6e siècle, sauf erreur, mais peut-être c'est 6e, 7e siècle, s'est converti au judaïsme et probablement a intégré même une partie de la diaspora juive qui était en Perse ou dans le nord de l'Anatolie et qui fuyait peut-être l'avancée de l'islam d'ailleurs, et qui, par leur géographie, se sont petit à petit, en fait, ils se sont à la fin de leur empire, enfin l'empire khazar, qui est un royaume, il s'est fait destroyer par les Mongols, lui aussi, à peu près quelques siècles plus tard. Et donc, ces gens ont soit disparu, soit ils se sont dispersés à travers la Russie et se sont retrouvés mélangés avec probablement les autres communautés juives qui étaient aussi dans la diaspora. Par exemple, les juifs en Pologne c'est souvent des juifs d'Espagne. Et ils se sont probablement mélangés avec les juifs russes qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis aujourd'hui du fait de ces mouvements de population. Et j'ai les enfants qui font du bruit. Hé, les enfants, on se calme, on se calme. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais voilà. Donc oui, et puis alors voilà, vous savez, les Berbères, beaucoup de Berbères se sont convertis aussi à l'époque où dans le judaïsme on était dans la conversion. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais je crois que les peuples, quand ils sont soumis à la pression, par exemple, après Titus et après la révolte de Ben Kokba, c'est ça? C'est le terme? Je ne sais plus. Autour de 130. Lorsqu'on a détruit définitivement le temple à cette période-là, beaucoup de juifs qui ont traversé, probablement aussi, ils ont amené une forme d'intellect et de compétence, puisque vous savez, quand on doit se déplacer parce qu'on a perdu sa terre, c'est beaucoup plus intéressant d'être médecin, par exemple, que d'être agriculteur. Parce que si on n'a plus de terre, voilà, alors qu'apprendre la médecine, surtout à une époque où la médecine antique, la médecine romaine et grecque, on pouvait encore l'apprendre. Et dans un monde qui s'effondre, au 5e, 6e siècle, l'Empire romain s'effondre, l'Empire romain d'Occident, être ceux qui gardent cette technologie, la médecine par exemple, et qui ont des capacités de faire du commerce, etc., eh bien, d'ailleurs, c'est bien pour ça que les musulmans n'ont pas tout de suite fracassé les juifs quand ils sont arrivés en Perse et en Mésopotamie et en Égypte, et les chrétiens non plus, parce qu'ils ont bien compris qu'ils en avaient besoin. Et donc la fameuse tolérance de l'islam, c'est qu'en fait, c'est très opportuniste d'ailleurs. Et à leur honneur, mais après quelques siècles, ils redeviennent très vite un peu moins transigeants, un peu moins coulants. Mais bref, les Berbères aussi, ils se sont convertis au judaïsme, et donc une partie des séfarades, à l'origine, sont convertis, mais en Italie, je connais mieux les communautés juives en Italie, qui datent de l'époque romaine, donc très, très, très anciennes. En fait, génétiquement, ils sont parfaitement mélangés avec les Italiens en réalité. Parce que au bout de 2000 ans de vivre dans un pays, entre mariage, entre trucs qui se passent derrière quand le mec est pas là, etc., au bout d'un moment, génétiquement, tout est mélangé en réalité. Donc, est-ce que les Khazars, ils sont génétiquement réellement séparés des Ashkénazes? J'ai pas l'impression. Mais bon, après, voilà, ça c'est juste un peu de culture générale, mais je connais pas mieux que ça. Mais je pense que la plupart des gens, ils connaissent rien de ce sujet. J'ai Oui, bon? parce que oui, parce qu'il y a une théorie qui explique que ce serait des descendants, en fait. C'est pas une théorie, ça par contre, c'est trouvable sur des sources officielles. Ce serait des descendants de Huns et de Hittites, apparemment. Ouais, c'est possible. Alors, avant que ce soit des Khazars, je ne sais pas exactement qui c'est, mais dans cette région, la région de la Volga, c'est une région de passage. Hein. Donc, c'est possible que les Hittites qui sont au sud, ils soient remontés vers le nord lorsqu'ils ont été chassés par les Égyptiens.
et puis après par les peuples, on va dire, sémites. Et puis, c'est possible qu'ils se soient accoquinés avec les Huns, qui sont des Mongols qui se déplaçaient vers l'ouest. Donc, ouais, c'est possible. C'est c'est tout à fait possible. Surtout 3-4 siècles avant, c'est largement possible. Mais vous savez, beaucoup de civilisations viennent de ce. Beaucoup de peuples commencent. Il y a vraiment des endroits où les peuples démarrent. Et autour du Caucase, donc le Volga, c'est le nord, et au sud, c'est la Mésopotamie. Il y a une sorte de foyer de civilisation et de peuple. Parce qu'à la fin, on revient tous plus ou moins, si on remonte très très loin, on remonte à peu près à 12 000 ans, on remonte à être des très petits groupes humains. Donc à l'origine, on est tous à peu près cousins. Mais après, ben, sur des milliers de générations, évidemment, Oui. enfin, même pas des milliers de générations, parce que 1000 générations, ça ferait 25 000 ans. Donc, non, non, même moins, 500 générations. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai, hein. C'est pas mal de la façon dont vous avez expliqué ça. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai. Et On est assez tous cousins, comme quoi. Alors après, il y a des théories qui disent que non, la séparation, par exemple, entre les Africains et les Européens et les Indo-Européens, c'est très ancien, c'est pratiquement plus de 100 000 ans, etc. C'est possible. Donc là, ça ferait 4000 générations. Et les Européens et les Asiatiques se sont séparés un peu plus récemment. Oui, ça c'est possible. Aujourd'hui, on sait très bien que l'Homo sapiens, il n'est pas né en Afrique, il est né un peu partout. Parce que enfin bref, les grandes migrations d'Afrique, si c'est vrai que c'est d'Afrique, elles se sont faites bien avant. C'est des millions d'années, pas du tout 100 000 ans, c'est des millions et des millions d'années. Et la génétique montre par l'étude des mitochondries des femmes, donc la mitochondrie qui nous est passée par la mère et pas par le père, on voit que voilà, on a à la fois cette étonnante diversité humaine et en même temps ça va très vite. La dissémination, elle se fait très très vite. Visiblement, on est des curieux, on aime bien aller, on aime bien se balader et voir ce qu'il y a ailleurs. Oui. Et puis, bon, c'est vrai que il y avait eu d'autres. Qu'est-ce qu'il y avait eu comme données sur eux? Bah, il est dit que c'est un peuple qui commerçait en fait avec, on va dire, les restes de l'Empire romain. Et Ouais. ils commerçaient apparemment les femmes du Nord au calife de Bagdad. C'était la traite des Blanches, parce qu'il y a eu la traite des esclaves blancs aussi, dont on parle pas beaucoup, et puis la traite également des esclaves noirs des califats. Les califats étaient aussi impitoyables Ouais. que d'autres, ou que Rome, ou que voilà, hein. Mais enfin Ouais, voilà, qu'est-ce que vous en pensez la de limite, ça? bah déjà, qui dit trafic d'esclaves dit commerce. Donc, commerce dit des gens qui sont commerçants et qui ont un réseau à travers. Donc, c'est vrai que les Khazars étant au carrefour entre la Chine et l'Europe, là où il y a cette route de la soie avec les caravanes, probablement avaient un intérêt dans le passage des biens et des gens, parce qu'on vendait des esclaves un peu partout. Ça s'est pas arrêté avant pas longtemps, hein. Et Hmm. puis, je sais que par exemple, au sein de l'Empire romain, le marché des esclaves, c'était une niche qui était en partie, en tout cas, je ne sais pas si c'est une majorité, je ne sais pas, mais en tout cas, même dans les mémoires de César, si je me souviens bien, il parle de marchands hébreux qui suivent pour ramasser les Gaulois et les vendre à Rome. C'est un métier, je veux dire, on ne s'improvise pas marchand d'esclaves. Et alors, il se peut que c'est un métier sale, qui est considéré par la plupart des peuples comme étant utile, mais dénigrant, et que donc ce sont certaines classes de la population et certaines ethnies qui le font, et qui elles-mêmes ne s'embarrassent pas de l'aspect éthique, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, de la même manière que voilà. Je blâme pas particulièrement les gens de agir comme c'était normal d'agir à leur époque. Parce que moi, je suis énervé quand on vient me dire que l'esclavagisme des Noirs aux États-Unis, c'est mal. Moi, je suis ni aux États-Unis, ni esclavagiste, et surtout, je n'étais pas vivant il y a 200 ans. Et donc, j'en ai un peu rien à branler de ce qu'ils me disent. De la même manière, celui qui me dit, mais tu sais que les armateurs, tu sais que l'immense majorité des marchands d'esclaves étaient juifs. Et moi, je dis, mais je suis pas juif, je suis pas esclave, je suis pas noir, je suis pas armateur, et j'étais pas là il y a 200 ans. Donc, régler ça avec l'histoire, avec les études, mais
enfin, pour moi, c'est un sujet qui est un sujet d'histoire, c'est pas un sujet de mémoire. On va pas commencer à pleurnicher chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un, parce que on s'en sort plus. Hein. Je veux Non, bien mais qu'on surtout, remonte à 20, 30 ans en arrière, mais avant, ça fait longtemps, quoi. non, mais surtout que les plus gros marchands étaient les Médicis, les Génois, Ah, faut quand au même pas Moyen-Âge, l'oublier. la croisade des enfants, ils les ont vendus, hein. Ils se sont pas fait chier. Bon, bah, C'est voilà. faut quand même. C'est un monde de pute, hein, le monde. C'est que notre génération. Enfin, ça fait 50 ans qu'on est à peu près calme en Occident. Et encore, on a mis nos guerres ailleurs. Mais ça a toujours été super brutal. Donc, moi, je suis ni cynique parce que j'ai pas envie de dire c'est bien puis on s'en fout. Et je veux juste dire c'est comme ça. Alors, encore une fois, on revient à l'éthique, c'est qu'à partir du moment où tu as une éthique solide, tu fais pas ce genre de choses. Mais je vais pas juger des gens d'il y a un siècle, ou d'il y a 2 siècles, ou d'il y a 10 siècles, ou d'il y a 20 siècles, et je vais pas leur dire c'est pas bien. Moi, non, moi, je peux dire, je trouve que c'est pas une bonne idée, l'esclavage. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Mais je suis pas à leur place. Et voilà, moi, je peux juger que ce que je fais moi. Enfin, après, voilà. Mais par contre, ça, c'est bon, on peut comprendre un petit peu votre raisonnement. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on voit tout de suite que les élites et les puissantes s'inspirent de choses romaines, de choses napoléoniennes, de choses même nazies. Hein, on l'a bien vu pendant la guerre froide et compagnie, après-guerre. Et là, par contre, qu'est-ce que ça vous interpelle à ce moment-là? Alors que nous Je sommes bon dans des temps de 2020, de dit calme, comme vous avez dit. Oui, enfin, pas pour longtemps, mais en tout cas, bon, d'abord, moi, je ne fais pas partie de ce club, donc je ne sais pas trop ce qu'ils font, leurs rituels et leurs trucs, le Skull and Bones et Bohemian Grove, tout ça ce sont des Non, choses mais qui existent. je parlais même pas de ça. Je parlais surtout des lois qui sortent, qui nous pondent depuis 20 ans. Cette économie, cette Union européenne, cette géopolitique, toute Il y cette a un agenda. immigration que ça entraîne, tout ça, quoi. C'est évident que les gens puissants, comme on disait tout à l'heure, ils ont un agenda, ils ont une volonté de puissance, ils ont des plans, ils ont des idéaux, ils ont des rêves, ils essaient de les appliquer. Visiblement, ils ont alors que la plupart des gens, ils s'intéressent à ce qu'ils vont faire samedi soir. Eux, ils réfléchissent sur un siècle, sur 2 siècles. Ouais. Et je peux comprendre les gens intelligents. On parlait de Herzl tout à l'heure. Je suis pas sûr que quand Herzl au début il s'est dit il faudrait bâtir un foyer juif en Palestine, je suis pas sûr qu'il imaginait que ça aurait eu lieu en 1948. Peut-être qu'il l'imaginait pour beaucoup plus tard. Mais voilà, ça s'est fait. Et donc là aussi, il lui-même a repris un projet qui était plus ancien que lui, parce que c'est pas lui qui a inventé cette idée. Depuis Titus et lors de, je crois que c'est, je sais plus quelle fête, on dit demain, enfin l'année prochaine à Jérusalem, machin. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté culturelle forte de ce projet depuis toujours. Alors il y en a qui développent l'aspect financier. Par exemple, les Rothschild, ça c'est un argument que j'avais eu avec mon beau-frère. Je disais, mais tu sais que les Rothschild ont financé une grande partie de l'implémentation des juifs sionistes en Palestine, entre le 1900 et 1930. Et eux, ils me disaient, mais non, c'est complotiste. Je dis, putain, ils ont une rue à leur nom, un boulevard énorme, et c'est eux qui ont financé la Knesset, etc. Enfin, c'est connu, enfin, c'est pas un complot, Ben, c'est juste. disons que l'État d'Israël a vu le jour grâce aux Britanniques et aux Américains d'une certaine façon, puis même aux Français, à l'État français. Je dirais même pas du tout pour les Américains, mais parce qu'en Israël, on dit bien que notre mère, il disait notre père c'est Herzl, mais notre mère c'est Staline. Je me souviens très bien de cette expression. En fait, il disait que c'est l'Union soviétique qui a beaucoup poussé pour la création d'Israël. Euh, voilà. Et c'est vrai que les Anglais, ils ont été réticents à un moment. Enfin, ils étaient entre les deux. Pierre Hillard, dans ses livres, l'explique très bien. Où à un moment, même par exemple les nazis, au début, dans les premières années du régime d'Hitler, ils avaient un programme pour faciliter le départ des Juifs allemands pour aller en Palestine. Et c'était un programme qui était fait en commun accord avec l'agence sioniste. Et c'est tout à fait officiel, hein, c'est pas du tout un complot, il y a des trucs commémoratifs. Moi, j'en ai vu même en Israël, à l'aéroport de Ben Gurion, où on a sur l'aéroport, on voit le sigle où il y a une médaille avec une croix gammée. Parce que c'était le régime nazi qui avait prévu
et un certain nombre de juifs allemands ont saisi l'opportunité, ils ont été intelligents sur le coup, ils ont bien fait. Et après, bah, ça s'est envenimé et puis ça a merdé, bien sûr. Mais en tout cas, on peut parfois, même des ennemis sont capables de collaborer quand ça les arrange mutuellement, etc. Et c'est un exemple très intéressant. Voilà, oui, il y a des projets qui se font sur des siècles parfois, et il y a des cultures et des familles qui sont capables de réfléchir à long terme. Et voilà, on le fait tous. Moi, j'essaye d'apprendre à mes enfants des règles d'éthique de base qui sont les miennes, mais peut-être qu'un jour ils le feront aussi à leurs enfants. Donc quelque part, je suis en train de monter un complot sur 3-4 générations où j'essaye d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire d'être libre, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une éthique universelle et qui est basée sur des principes qui sont, bah, je crois, assez sains. Après, c'est pas une religion et c'est ce qui manque. C'est clair que quand tu as un être surnaturel qui vous dit c'est comme ça et c'est tout, il n'y a pas de discussion, quoi. C'est comme ça et c'est tout. Et puis on l'a toujours fait comme ça et on fera toujours jusqu'au jour où il y a quelqu'un de plus fort et qui vient, qui vous fracasse la tête et qui vous dit maintenant c'est différent, c'est un autre Dieu, une autre règle. Et si vous êtes d'accord, ben d'accord. Sinon, sinon ça va mal se passer. Ben voilà, l'histoire de l'humanité est comme ça. Malheureusement, on est encore assez, moi je trouve immature on est des adolescents comme espèce. On est là depuis 2 ou 3 millions d'années, c'est pas beaucoup. On va s'améliorer avec le temps. Bah, espérons-le, parce que ça n'a pas l'air parti pour, mais espérons-le. Il est clair qu'il y a un éveil de conscience qui se fait quand même, et que je pense que ça va susciter des actes par la suite, c'est clair. Je pense que quand même, d'un autre côté, toutes ces situations qu'on vit depuis 20 ans, je pense que ça va en pousser aussi certains à réfléchir naturellement. Ah, il Mais faut, non, rien par contre, pardon, hein, excusez-moi de vous couper, je voulais juste revenir sur Théodore Herzl dans le sens où tous les rabbins n'étaient pas du tout d'accord forcément avec ses idées, et dans le sens où les vrais rabbins, donc hein, vraiment, et dans le sens où au début ils voulaient faire ça en Ouganda, alors Madagascar, Ouganda, il y a eu au Kenya, dans les Argentine. années début 1900, hein, il y a eu des drôles de projets, je veux dire, qu'en pensez-vous de ça? Bah, c'était parce que évidemment l'Empire ottoman était le propriétaire de la Palestine à cette époque-là, et donc bah, il fallait un peu, c'était pas facile de négocier. Puis après, ça s'est arrangé avec les jeunes Turcs, mais enfin, et puis les Rothschild ont acheté beaucoup de terres. Là aussi, c'est un fait. Ils ont acheté énormément de terres aux Turcs. Alors sur ces terres, il y avait des paysans évidemment palestiniens, dont beaucoup étaient à l'origine des juifs convertis à l'islam. Enfin bon, c'est il y a longtemps. Et ben, on n'a pas demandé leur avis, évidemment, parce ils étaient pas libres, c'était pas des propriétaires terriens, c'était des serfs, ils travaillaient la terre. Donc c'est toujours tragique quand des choses comme ça se passent. Mais vous avez raison, beaucoup de rabbins euh, voyaient d'un très mauvais œil un État laïque, socialiste, alors que dans les Écritures, c'est censé être le Messie qui redonne la terre et reconstitue le temple et tout ça et tout ça. Mais bon, après, je suis pas partie prenante dans ce débat. C'est juste, étant passionné d'histoire, je m'y intéresse, c'est certain. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut s'intéresser pour comprendre, euh, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que si une partie de alors, David Rothkopf, qui est un écrivain américain qui travaille sur ce sujet, lui-même estime que, par exemple, sur la classe dirigeante du monde, 40% est juive, ou en tout cas dit être juif. Et Oui, donc, il y a un monde mental, une manière de penser qui influence une grande partie des dirigeants du monde, qui n'est pas un mode de pensée chrétien, qui n'est pas un mode de pensée musulman, qui n'est pas un mode de pensée bouddhiste, qui est un mode de pensée plutôt juif. Alors, pour en connaître un ou deux de ces 40%, enfin pas 2%, mais j'en connais un ou deux des gens qui sont considérés dans cette liste et qui se trouvent être juifs, parce j'ai bossé pour eux il y a très longtemps dans des sociétés de logiciels, c'est des gens qui sont pas dans leur mode de pensée. En fait, je dirais 99% des capitalistes, et peut-être 1% le jour de Kippour, juifs. Mais bon, il y en a peut-être qui sont un petit peu plus sur une optique un peu plus millénariste, mais
Mais pour moi, la plupart sont des gens laïcs qui réfléchissent comme des riches, quoi. C'est pas. Mais voilà. Mais vous me posez beaucoup de questions parce que vous êtes vous-même juif ou en Israël ou comme ça? En fait, je suis de confession juive, mais je suis français, hein. Je suis en France, je suis d'origine alsacienne italienne. Ah, d'accord. De Livourne, Voilà. la partie italienne. Pardon? De quel coin d'Italie pour la partie italienne? Les Abruzzes. Des Abruzzes. Ah bon, rien à voir. D'accord. Je pensais à Livourne parce que il y a beaucoup de juifs de Ouais, Rome, voilà, Livourne. voilà. Non, puis surtout parce que je cherche à comprendre, parce que beaucoup de choses se disent. Vous savez, d'un côté, voilà, il y a ceci qui se dit, de l'autre côté, non, c'est pas ça. C'est pour ça, c'est vrai qu'il faut éclaircir tout ça. Je pense que c'est important. On vit dans une époque où il faut éclaircir tout ça, et pouvoir dénicher les réels responsables de toute la misère dans ce monde, puisqu'on s'aperçoit que oui, comme vous venez de le dire, elle est depuis en tout cas fin 1800-1900 très athée. Il s'autoproclame grand laïc, grand athée. Et très socialiste, très républicain, démocrate. Ouais, je trouve. Mhm. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pousser pour la liberté, c'est de continuer à demander, exiger et combattre si nécessaire pour la liberté d'expression, pour le fait que tout le monde puisse exprimer son avis, pour que, quel que soit cet avis, que ce soit sur des événements historiques ou des pensées religieuses ou autres, que l'on puisse pouvoir s'exprimer, quitte à ensuite débattre et montrer que un tel ou un tel a tort. Et de trouver finalement la nuance et que les gens disent ah oui, c'est vrai, sur ce point, je suis pas d'accord avec vous, mais sur ce point, vous avez raison. Mais sur cet autre point, vous faites une généralité. Vous pouvez pas dire que tous les gens de cette communauté sont comme ça. C'est faux. Alors que oui, bah, c'est possible qu'il y ait un petit pourcentage qui se comporte mal et qui donne une mauvaise image à l'ensemble. Mais ça se fait par le dialogue, ça se fait par la confrontation des idées, ça se fait par le débat qui peut être enflammé, qui peut être calme, ça dépend. Mais Et puis surtout, je comprends pas qu'en 2020, personne ne comprend que, enfin, non, c'est pas que personne ne comprend, mais beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a des bons et des mauvais partout et à tous les niveaux, en fait, que ce soit chez les pauvres et les riches. non, mais il y a même des Suisses en prison en Suisse. Hein, c'est ce que pareil. Hein, voilà. Et, et, euh, et ça, c'est pour ça que c'est très important de lutter contre cette censure qui a lieu aujourd'hui, parce que quand, par exemple, on condamne des gens pour ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent ou ce qu'on croit qu'ils pensent, en plus, C'est surtout ça. ça a un effet pervers de valider ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Et alors qu'en débattant, bah, peut-être qu'on arrive à les convaincre qu'ils ont tort. Si Oui, on est... parce qu'il il y a beaucoup d'instrumentalisation vis-à-vis de ça, en fait. Exact. Et je trouve que la dérive de certains pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Australie par exemple en ce moment, etc., vers un totalitarisme qui ne se cache plus et qui est très dangereux et qui est pas seulement dangereux pour la qualité de vie des gens et pour le plaisir de se sentir libre. C'est aussi dangereux parce qu'aucun pays totalitaire n'est capable d'être innovant et d'être efficace économiquement longtemps. Et donc, très rapidement, ils se viandent. L'Union soviétique, elle s'est viandée parce que les gens, ils arrêtaient de bosser parce qu'ils ne pouvaient plus rien dire, ils ne pouvaient plus innover. Alors, il y avait certes des petits trucs d'innovation par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, ça s'est planté. Si les États-Unis ont eu beaucoup de succès parmi plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est que pendant presque un siècle, entre les 1800 et 1980, pendant presque 2 siècles, c'est un pays où on a pu innover, on pouvait dire ce qu'on pensait. Celui qui réussissait, c'est parce qu'il avait des bonnes idées. Celui qui réussissait pas, il n'avait pas des bonnes idées. Et il se recyclait, il remettait de côté de l'argent, puis il recommençait de nouveau autre chose. Et c'est comme ça qu'on a eu des progrès incroyables. À partir du moment où on dit aux gens, tu as le droit de penser ça et pas ça, y compris dans la science, bah, au bout d'un moment, ça plante parce que les ponts s'effondrent, les fusées décollent pas, les avions ratent, parce que c'est comme en Russie où il y avait au bout d'un moment des problèmes incroyables et que plus personne savait gérer, les centrales nucléaires pétaient, les avions s'écroulaient, plus personne faisait rien. Au bout d'un moment, bah, ça plante. L'islam rétrograde dans chaque pays. Au bout d'un moment, après avoir conquis un pays, avoir pompé les ressources et pompé l'intellect du pays, ensuite c'est l'obscurantisme où il n'y a plus personne qui fait rien autre que prier tous les jours et discuter et débattre s'il faut avaler sa salive ou pas pendant le ramadan.
bah, au bout d'un moment, il n'y a plus d'innovation. Combien de prix Nobel par des musulmans dans le monde? Pas. Combien d'innovations scientifiques dans l'histoire par le monde musulman? Pas grand-chose, quoi. Alors, il y a un peu d'astronomie à l'époque, mais bon, ça, c'était encore des trucs repris sur le monde antique, sur le monde byzantin, sur le monde perse, etc. Donc, malheureusement, voilà, bah, c'est une civilisation entière qui est capable de s'étendre, conquérir, mais en fait, par l'obscurantisme, elle s'effondre, toujours, systématiquement. Et avec des rares exceptions, mais on verra bien l'Indonésie dans un siècle, on verra bien la Turquie dans un siècle. En tout cas, l'Empire ottoman, il a fini par se viander, il a fini par devenir complètement sclérosé. J'adore hein, la Turquie, moi c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, au bout d'un moment, ils ont planté. Et donc, est-ce que c'est maintenant le tour de l'Occident de devenir obscurantisme sur des idées de gauchisme, sur des idées de censure et finalement de se planter et que le monde de la liberté et de l'innovation de demain, c'est peut-être la Russie, la Chine, on ne sait pas. Ou peut-être ce sera le Vietnam. Voilà. Et donc, ou alors c'est un renouveau, c'est ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une renaissance de l'Europe qui puisse redémarrer ce qu'elle a toujours su faire, c'est-à-dire innover et, euh, et donner un espace de liberté à la population et aux gens. Voilà. Oui, parce que je comprends tout à fait, mais c'est là où on ne comprend pas pourquoi, depuis ce Covid-19, finalement, on a vu que les milliardaires, autant bien chinois mais qu'américains, s'en sont bien engrossés, mais ce qui est tout à fait logique, puisque tout le monde était confiné, donc tout le monde était sur Internet et compagnie. Bon, j'entends bien. Mais quand on voit que surtout les gouvernements, les États en ont fait de sacrés profits en matière de loi, en matière pour imposer du coup aussi beaucoup de technologies chinoises. Moi, je Ouais, n'arrive ouais. pas à concevoir qu'on essaie de nous imposer de la surveillance par drone, de la reconnaissance faciale d'émotions dans une civilisation occidentale qui, si on réunit le tout, on fait à peine 1 milliard de gens, alors que c'est une technologie qu'on utilise sur 1,5 milliard de personnes. Comment se fait-il qu'on va utiliser une technologie en Occident sur 360 millions d'Européens ou 360 millions d'Américains? C'est là où, vous voyez, je trouve qu'il y a un mauvais croisement quelque part. Ben, d'abord, c'est pas, vous savez, il faut voir sur le temps long, des velléités totales. C'est un peu comme si on disait en 1934 en Allemagne, ah merde, l'Allemagne, elle est vraiment mal là parce que, ou plutôt, en fait, très objectivement, en Allemagne, en 1934, on se serait dit, à l'Allemagne, là, ça va super bien, euh, tout marche bien, ils sont en train de prendre toutes les bonnes mesures pour remettre les Allemands au travail, ils reprennent du poil de la bête, ils sont bien, sauf que 10 ans plus tard, ils sont bombardés à zéro, quoi. Il n'y a plus rien qui reste de l'Allemagne. Et puis en plus, après, on découvre ils ont quand même commis des crimes assez terribles à travers les pays qu'ils ont conquis, notamment à l'Est. Et donc, il faut toujours se méfier du moment T. Ce qui est intéressant, c'est de voir les tendances. Alors, je suis d'accord, la tendance, là, elle est assez mauvaise parce qu'on a une velléité totalitaire de dictature, hein, de contrôle, qui avant se voyait pas trop parce qu'il y avait beaucoup d'argent et il y avait de la prospérité économique. Mais maintenant, avec cette crise de cette année, qui est à mon avis un peu organisée, la tendance, elle est tout d'un coup, on dévoile le monstre, on dévoile le tyran derrière. Mais les tyrans, généralement, ils se font dégommer, hein, parce que Staline et son modèle, il a fini par s'effondrer 50 ans plus tard. Le modèle nazi national-socialiste, hein, faut toujours souligner l'aspect socialiste. Il a duré le Reich de Milan, il a duré quoi, 15 ans, un peu moins. Le, le, le nouvel empire romain de Mussolini, il a duré 20 ans. Donc au bout d'un moment, voilà, comme disait l'autre, après la pluie vient le beau temps et les cycles. Voilà, moi je suis plus dans une approche, par exemple, cyclique de l'histoire et des événements plutôt qu'une approche linéaire. Et peut-être que c'est notre lot de gens de ma génération et de votre génération, vous êtes plus jeunes, de traverser l'âge de fer, selon les hindous, le Ragnarok, selon les Nordiques, ou en tout cas beaucoup de civilisations païennes, elles voyaient le monde comme étant non pas un commencement et une fin, ce qui est plutôt une manière des religions abrahamiques de voir la chose. Il y a une création et ensuite une fin. Tandis que dans d'autres manières de penser, le monde a des cycles de création, de destruction, de régénérescence,
et c'est chaque Alors, fois différent, jamais pareil. Donc peut-être qu'on est dans… alors que finalement, si on y réfléchit bien, il y a les deux en fait. Si on examine la nature, les éléments, le cosmos, tout ça. On a tous c'est vrai qu'on a tous, ça dépend de l'échelle, encore une fois, c'est vrai qu'on a tous un début et une fin, on a une naissance et une mort, c'est à peu près garanti. Et on a dans chaque chose, c'est pour ça que l'Ecclésiaste, c'est un excellent livre à lire dans la Bible, dans la Torah. Et il nous explique finalement que dans la vie, il y a un moment pour tout et il y a un moment pour faire les choses là où il faut les faire. C'est une immense sagesse d'ailleurs de comprendre ça. Et on a à peu près ça. Et c'est vrai que quand on observe les civilisations, on a des cycles. On a aussi des cycles naturels. On a voilà des cycles solaires, on a des cycles lunaires, on a des cycles de saison. C'est pas les mêmes partout. On n'a pas c'est pour ça que les religions qui viennent plutôt des endroits désertiques, ils ont plutôt tendance à avoir des, euh, des calendriers lunaires parce qu'au fond, on s'en fout. Tandis que les civilisations qui sont dans les zones tempérées du Nord, ils ont des civilisations basées sur le cycle solaire parce que les saisons, elles sont super importantes. Il ne faut pas se louper quand il y a les dates qui comptent. Donc voilà. Après, on s'en fout, on vit quand même pareil. Mais enfin, je veux dire, on aura une naissance, on aura une mort. Et Et finalement, il y a aussi les aires cosmiques aussi, les constellations, tout ça, ou les aires cosmiques du oui, taureau, tout ça, du oui. poisson. C'est quoi, 32 000 ans ou 36 000 ans, je ne sais jamais, l'axe de précession de la Terre. Il y a tout ça qui ont bâti, et beaucoup des civilisations anciennes, elles avaient très bien compris tout ça, elles savaient observer justement les Perses, les Mayas, il y en a plein qui savaient calculer exactement, les Égyptiens étaient à fond dans l'astronomie, ils savaient estimer exactement quand, à telle date de l'année, telle constellation allait être sur l'horizon, et donc ça signifiait qu'on avait fini un immense cycle de deux, parce qu'en fait, c'est 12 cycles de 2000 ans, donc c'est 36 000 ans l'axe de précession de la Terre. Il faut y aller pour calculer un truc comme ça, parce que c'est de l'observation et personne qui vit 36 000 ans. Donc, soit ils ont un savoir ancien venu de je sais pas où, et ça on sait pas, soit ils ont une capacité de déduction, de même que par exemple, quand Aristophane il calcule la distance du périmètre de la planète, de la Terre, à pratiquement exact, simplement en regardant l'ombre du soleil par rapport à Alexandrie et par rapport au Caire. Il fait sa distance et il calcule tel jour, telle date, et par trigonométrie, il arrive à comprendre le rayon de la Terre, il multiplie par au carré fois pi, et il trouve la circonférence. Je veux dire, ça c'est en 300 avant Jésus-Christ. Ouais, ouais. Bon, moi, chapeau à des mecs comme ça, parce que ça, c'est du pur intellect. Les mecs, ils n'avaient pas de calculette, ils n'avaient pas de trucs. Donc, il y a des gens comme ça, il y a vraiment des grands savants dans beaucoup de ces civilisations. Et là, c'est pas un savant qui va dire si on a le droit de cracher ou pas pendant le Ramadan. C'est vraiment un type qui se creuse la tête, ou par exemple, il y en a plein dans l'histoire, dans l'histoire juive. Il y a des grands savants qui se sont penchés sur des mathématiques, sur vraiment une approche très pointue. Et qui ont continué cet héritage antique de réflexion qu'on retrouve chez les Perses, qu'on retrouve chez les Babyloniens, qu'on retrouve dans cette région qui, à ce moment-là, était le centre du monde. Et puis ensuite, ça s'est déplacé sur la Méditerranée, puis ensuite, ça s'est déplacé sur l'Atlantique, et aujourd'hui, c'est en train de se déplacer sur le Pacifique, et puis après, on verra. Mais Voilà. ce qu'on oublie souvent de parler, ce qu'on oublie souvent de parler, c'est de Sumer aussi, parce que c'est là où il y a Babylone aussi. Tout à fait, tout à fait. Sumer, c'est une des premières civilisations. Et quand on lit l'épopée de Gilgamesh, c'est impressionnant. Enfin, c'est, ça donne, quoi. De la même manière que quand on lit les anciens livres égyptiens, alors évidemment, je peux pas les lire dans le texte, ni les sumériens d'ailleurs, mais il y a des choses fascinantes sur, et puis pour conclure, parce qu'il va falloir que j'y aille, on retombe toujours aussi sur si on revient à l'être humain individu, il y a quand même, dans ces immenses cycles et dans ces immenses civilisations, il y a quand même cette nécessité de trouver son équilibre, mais aussi sa liberté par tout ce processus d'indépendance, d'autonomie, etc. Parce que, en fait, une des grandes tendances de l'humain, c'est de finir par être soumis. Alors,
si on croit en Dieu, d'accord d'être soumis à Dieu, mais sinon, être soumis aux puissants, c'est énervant, quoi. Donc là, l'approche suisse, hein, qui est celle d'être une confédération d'hommes libres, tout comme en Israël, on a par exemple, ou comme en Finlande, on a la même chose. C'est la souveraineté, c'est la souveraineté dans le citoyen, dans la nation, dans l'économie, dans ses lois, sa justice. Voilà. Ça, c'est fondamental de garder et de ne pas se remettre au prêtre, de ne pas se remettre au roi. Je suis pas contre l'idée d'un roi, hein, mais pas un roi absolutiste, pas un roi qui décide tout. Le roi, il doit montrer l'exemple. C'est lui qui doit mener les armées à la guerre. Il doit être devant. Il doit pas être dans un palais à bouffer de la langouste du matin au soir. Il doit bosser, quoi. Et il doit prouver qu'il est roi. Moi, j'aime bien un roi comme Arthur. Arthur dans le cercle, dans le Chevalier de la Table dans le cycle arthurien, pas le roi, pas Louis XIV. Louis XIV, c'est une grosse merde. Moi, je veux un roi voilà, David. Je veux David qui va devant ses armées et qui fracasse les mecs à coups de fronde ou d'épée. Enfin bref. Et aujourd'hui, il n'y en a plus des comme ça. Enfin, Non. c'est bien dommage. Enfin voilà. On regrette les gens comme De Gaulle. Ou un De Gaulle. Après, il y aurait de la discussion, mais pour faire simple, si on reste dans la mythologie, oui, pourquoi pas, bien sûr. Eh bien, écoutez, franchement, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, que vous ayez accepté cette interview et j'espère que il y en aura d'autres. Ça serait avec grand plaisir. En tout cas, c'était un plaisir. Hein. À bientôt. À bientôt. Hein. Au Ciao, revoir. bonne continuation.